bonjour à ceux qui étaient déjà là à la première. Du coup, cette deuxième table ronde, elle va porter sur l'intelligence artificielle, donc les opportunités, les menaces de l'IA. Avant de commencer, on va faire un tour de table rapide. Donc moi, c'est Alexis, donc je suis chef de produit chez Techit. Techit, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que Techit, on organise des événements un petit peu partout en France, mais on n'est pas qu'un organisateur d'événements, on est aussi une plateforme digitale. Donc sur notre plateforme digitale, vous pouvez retrouver des offres d'emploi, des actualités qui sont liées au secteur de la tech, tous les événements qu'on organise. On a aussi les réseaux, donc si vous voulez partager avec d'autres membres du secteur, on a aussi le réseau. Voilà rapidement, je vais laisser se présenter les messieurs qui m'accompagnent pour parler d'intelligence artificielle. Bonjour à tous, moi je m'appelle Younes, je suis responsable d'une société d'entreprise du service numérique qui s'appelle Nakama. Donc une société que j'ai fondée il y a 3 ans, une petite boîte un peu familiale où il y a 25 personnes. Et juste concernant l'IA, c'est un outil que j'utilise moi perso dans ma vie un petit peu de tous les jours. Peut-être comme certains parmi vous, des devs, etc. Voilà. Et pour la petite anecdote, en fait, moi je n'étais pas prévu du tout pour être là. On m'a prévenu il y a à peu près 30 minutes en me disant vas-y, prends le micro et improvise. Donc je m'excuse d'avance si tout n'est pas préparé dans mon esprit, mais apparemment j'aime bien improviser, donc on verra. Bravo. Bonjour à tous, déjà merci pour l'accueil Techit. Du coup, moi je suis Guillaume Moine, je suis fondateur de la société IA Lab, c'est une agence de prestation de services sur le sujet de data science, machine learning, intelligence artificielle. Du coup, on est encore plus jeune. Vous êtes dans l'IA au moment. Exactement. Donc, pendant 3 ans, on sera. J'étais prévu à la table. J'étais prévu à la table. On va faire un partenariat. Parfait. Du coup, moi, je suis comment? Oui, du coup, moi je suis Nicolas Motti, je travaille chez Malte. Malte, on est une plateforme, une marketplace qui va aider des entreprises à trouver des freelancers. Du coup, je travaille chez eux depuis 1 an et demi maintenant à peu près, et je suis arrivé chez eux en tant que data scientist. J'ai participé à l'élaboration de plusieurs modèles de machine learning qui sont aujourd'hui sur la plateforme. Et depuis quelques mois maintenant, j'ai plutôt transitionné vers un rôle de MLOps. Je pense qu'on reviendra dessus un peu quand on parlera des évolutions du métier. Mais globalement, mon objectif maintenant, c'est que les modèles qui sont développés par les data scientists finissent en production, qui est un vrai challenge, et qui se comportent bien en production et que dans le temps, on s'assure que ça reste pertinent. Donc, voilà. Super, merci à vous trois pour les présentations. Donc désolé, on a commencé légèrement en retard. On va essayer de finir un petit peu. On va pas faire 20h50 parce que l'événement termine à 21h, donc vous avez le temps quand même de profiter un petit peu. Donc on va essayer de faire 20h35, 20h40 parce que l'IA c'est un sujet vaste, il y a quand même beaucoup de choses à parler, beaucoup de choses intéressantes à parler. Donc voilà. Et pour commencer, je vous propose tout simplement de donner une petite définition de l'intelligence artificielle. Définition personnelle, définition pratique, comme vous voulez, mais une petite définition à vous de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans le grand bain. Alors, je vais donner ma définition à moi, qui n'est pas du tout expert en intelligence artificielle. Selon moi, l'intelligence artificielle, ça reste un outil. Okay, c'est censé, en tout cas, rester un outil. C'est ce que je pense qu'il faut garder à l'esprit. Donc, c'est censé aider les humains en leur facilitant la tâche, en les aidant, en donnant de l'information précalculée. Les hommes de Cro-Magnon, ils n'avaient pas de calculatrice. Nous, on a des calculatrices dans nos téléphones en mode aujourd'hui, c'est normal de faire des calculs dessus. Donc, je vois ça comme un outil et qui peut aller dans les trucs les plus vertueux et qualités pour nous aider, médical, scientifique, etc. Tout comme dans les efforts inverses. Aujourd'hui, on peut avoir des étudiants, ils utilisent leur calculette pour faire des calculs que, il y a 10 ans, on les faisait de tête parce qu'on n'avait pas perdu cette connaissance-là. Donc, j'y vois du positif, mais aussi du négatif en termes de fainéantise humaine, etc. Par contre, je garde à l'esprit que, selon moi, c'est un outil plutôt révolutionnaire parce que, contrairement à avant, c'est un outil qui apprend. Et c'est ça la grande nouveauté, je trouve, par rapport à avant. Avant, on avait des calculs, on avait des données, ça donnait un résultat. Maintenant, ça apprend avec le temps. Et ça, c'est un truc, pour le coup, qui est vraiment nouveau par rapport à tout ce qu'on a connu avant. Moi, je suis assez d'accord avec la définition. C'est vraiment
moi, je dirais plutôt un ensemble d'outils, vraiment plein d'outils qui permettent en fait de créer aujourd'hui un peu du raisonnement. Finalement, aujourd'hui, on développe des algorithmes, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais voilà, la technologie derrière, c'est déjà de la data science, du machine learning, tout ça. Et en fait, c'est tout simplement un ensemble de méthodes, un ensemble d'outils, de bonnes pratiques qui permettent aujourd'hui d'avoir des algorithmes capables de raisonner en tout cas. Et c'est une définition aussi, je pense, qui évolue beaucoup dans le temps, parce qu'il y a 10 ans, l'intelligence artificielle, c'est pas ce que c'est aujourd'hui, et je pense que dans 10 ans, ce sera complètement différent. On est quand même sur un secteur qui évolue à une vitesse incroyable. Donc, voilà. Je suis assez d'accord. Je serais peut-être un peu plus terre à terre. Enfin, je reviendrai bien à la définition un peu limite du dictionnaire, à dire qu'en fait, tout va être intelligence artificielle du moment que vous allez vouloir essayer de faire adopter à une machine un comportement humain. Du coup, c'est très large et ça veut tout et rien dire. En fait, ce que je voudrais peut-être un peu appuyer, c'est que l'intelligence artificielle, c'est vieux. C'est pas du tout quelque chose qui est apparu il y a 6 mois et de ce qu'on entend beaucoup dans les news, etc. L'intelligence artificielle, je vais sortir un petit peu des banalités en disant que de tout temps, l'homme a voulu que les machines fassent ce qu'ils faisaient, mais en fait, dès que l'homme a fait un ordinateur, il a voulu que globalement l'ordinateur puisse aussi mimer son comportement. Juste pour donner un exemple, le premier chatbot qui a été développé, c'est les années 60 à peu près. Donc on parle de ChatGPT en 2020. Le premier chatbot date des années 60. Et c'est là où je suis d'accord que ça a évolué. C'est qu'en fait, ça a pris différentes formes au cours de l'histoire, avec différentes méthodes. Et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement un ensemble de méthodes, un ensemble d'outils, d'un côté, différents types de modèles. On parle du machine learning. Le machine learning est une seule partie de l'IA. On peut faire de l'IA sans faire du machine learning. Et après, je pense qu'il faut parler aussi des applications. Et là, ça peut être adapté en fait, à beaucoup de choses différentes. Et ça permet de faire beaucoup de choses différentes en fonction du domaine dans lequel on va l'appliquer. Ok, super. Merci à vous trois. On va juste rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai une question, c'est en fait, est-ce que l'intelligence artificielle, le mot et un petit peu l'idée, c'est pas quelque chose que nous, francophones, on fantasme un petit peu avec en fait le mot déjà intelligence. L'intelligence artificielle, c'est artificial intelligence. Et intelligence, en anglais, c'est pas forcément ce que nous on veut dire, c'est plus en termes d'information. Donc est-ce qu'il n'y a pas un terme de fantasme avec ChatGPT qui est sorti c'est novembre 2022 il me semble. Est-ce qu'il n'y a pas un fantasme en France ou en français général où c'est quand même une réalité? L'IA va quand même révolutionner beaucoup de choses dans les années à venir et même aujourd'hui. Moi je dirais juste que je sais pas si c'est que lié à la France, en francophonie, ou si c'est vraiment mondial, mais je pense qu'on a tous un peu, tous les pays du monde, tous les États ont tous un peu la même peur. On a tous vu les robots, les films de science-fiction qui vont très loin, où il y a de l'intelligence artificielle qui domine le monde, des trucs assez improbables. Et du coup, on a le même mot pour parler de ça que pour parler de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ça. Donc en fait, il y a forcément un raccourci qui se crée où les gens qui ne connaissent pas forcément le secteur, ils vont se dire bah super, on peut faire des trucs de fou avec ChatGPT. Peut-être que en fait on n'est pas si loin que ça du robot Terminator. Ouais, Terminator. Mais je pense que c'est aussi un peu du marketing. Ouais. Aujourd'hui, quand une entreprise qui veut se positionner sur des sujets d'IA, sur des sujets de data, elle brandit intelligence artificielle tout devant et c'est 10 fois plus, ça marche beaucoup mieux. Je pense que ça a amené aussi justement ce problème-là. Ouais, ok. Je suis assez d'accord. Après, moi, la question de est-ce qu'elle va révolutionner, en fait, je pense qu'elle a déjà révolutionné. Alors, encore une fois, je vais peut-être revenir au fait que c'est vieux, mais en fait, en réalité, on a déjà l'IA de partout autour de soi. Vous allumez Netflix, vous avez un algorithme de recommandation, ça va être personnalisé vraiment pour vous. C'est de l'IA, en l'occurrence du machine learning. En fait, vous avez déjà de l'IA de partout autour de vous. Vous avez votre boîte mail, la détection spam, c'est des algorithmes de machine learning qui tournent derrière. En fait, c'est déjà aujourd'hui notre quotidien. Aujourd'hui, on a effectivement quelque chose qui... Moi, je comprends, ChatGPT, en fait, le produit est vraiment très impressionnant. On en reparlera peut-être aussi après. En fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que derrière ChatGPT, il y a un modèle qu'on va appeler aujourd'hui des modèles de fondation et qui vont nous permettre de faire beaucoup d'autres choses que du chat.
Je pense qu'encore une fois, le chat, ça parle vraiment beaucoup au grand public. Il y a quand même des choses très intéressantes qui ont été faites ici sur la compréhension du langage. On a l'IA aussi ailleurs, hein. On a l'IA dans l'imagerie, dans du médical, dans d'autres choses. Là aussi, on a fait des grosses évolutions, mais en fait, pour moi, on l'a déjà autour de nous. Bah c'était tout le sujet sur les apports en fait de l'IA aujourd'hui. Où ouais, en médecine, je crois que j'avais vu quelque chose comme une IA qui avait repéré un cancer ou une tumeur au cerveau, je sais plus. Donc il y a quand même déjà des choses qui sont incroyables en termes d'apport de l'IA sur l'humanité dans un grand terme. Mais il y a aussi tout ce qui est finance, le blanchiment d'argent. Il y a des intelligences artificielles aujourd'hui qui permettent en fait d'avoir un apport en fait concret à l'humain aujourd'hui. Comme tu disais, en fait, aujourd'hui, l'IA elle est partout et il y a des endroits où on la voit, des endroits où on ne la voit pas. La finance, je pense que ça ne concerne pas forcément. Le commun des mortels, du coup, on ne le voit pas forcément. Mais déjà, les 3 quarts, je pense, des grosses boîtes qui font vraiment de la finance à un niveau élevé, ils utilisent tous de l'IA à un endroit ou à un autre. Ouais. Les algorithmes de trading, je pense qu'aujourd'hui, il y en a une volée qui fait ça via des IA. Je ne suis pas du tout expert là-dedans, mais je suis persuadé que vraiment il y a énormément de boîtes qui utilisent l'IA et qu'on ne voit pas. Et c'est pareil pour la santé. Ouais. Bah, je pense que c'est ça un petit peu le truc qui se passe un petit peu cette année, fin d'année dernière, cette année. C'est que maintenant on le voit. Avant on faisait pas trop gaffe à nos suggestions, l'analyse, etc. Là, je ne sais pas ceux qui ont essayé Midjourney ou qui ont essayé ChatGPT. Là, tu vois, et c'est vrai que moi, je me mets à la place d'un designer graphiste. Et moi, ce que j'ai pu faire en quelques lignes, je me dis, bon, en vrai, on a peur du mot intelligence, parce qu'on a l'impression, quand on dit intelligence, on a l'impression que ça va remplacer l'intelligence de l'homme. Bah, sur certains boulots, je pense qu'on va en parler après, mais sur certains tafs, on peut vraiment se poser la question de « Ah ouais, ok, d'accord ». C'est comme avant, pour labourer un champ, fallait 10 mecs. Plus tard, on a inventé les machines, bah, il fallait plus qu'une personne avec un tracteur. Là, on n'en est pas loin, mais dans des catégories de boulot où, voilà, on a parlé des chatbots. Bah, les chatbots d'aujourd'hui, ils sont un peu dingues. Hein. On peut avoir le sentiment qu'on parle à quelqu'un alors que. Là, il y a les call alors que centers. pas du tout. Il y a aussi les call centers. Il y a IBM qui prévoit de supprimer 30 boulots parce qu'ils considèrent qu'il y a une partie de leur activité qui pourrait être automatisée, etc. Alors moi, je fais partie des personnes qui considèrent que c'est pas grave, que c'est l'histoire de l'homme, il veut tout automatiser, que nos boulots ils se transforment, mais c'est pas forcément on les perd. Mais là, oui, cette année, mais ça se voit de ouf. Il y a vraiment un truc qui s'est passé cette année, enfin peut-être depuis novembre à la limite. Mais il se passe vraiment quelque chose de nouveau là, et c'est pour ça qu'on est là. Et je suis pas sûr que il y a 2 ans on sera aussi nombreux sur parler de l'IA. Oui, ok. Là, il se passe vraiment un truc, et je pense que il y a des chances que pour que Tekit, l'amphi sera 4 fois plus grand parce que ça va être encore plus balèze, plus gros. On espère. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a Ça une se voit. question d'accès au public. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, Là, tout le monde y a accès. chat GPT, mais parce qu'en fait, il suffit de s'inscrire et on a accès à un truc qui est assez impressionnant. Les modèles qui existaient avant ChatGPT par OpenAI, tout ce qui est GPT-2, GPT-3, ça n'avait pas les mêmes résultats. C'était une partie c'était par API, c'est quand même pas les mêmes accès. Exactement. On peut y accéder, mais il y a quand même une barrière à l'entrée. Ah, encore vous êtes plutôt dans le domaine vraiment, donc je pense que vous avez moins de surprises, vous n'êtes pas forcément pris une claque. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le commun des mortels qui n'étaient pas baignés dans l'IA, dans le machine learning, etc., on s'est pris une petite claque quand même. Ah oui, je comprends très bien. Après, encore une fois, ChatGPT, pour moi, c'est un produit. Derrière, ils ont quand même un modèle derrière, comme je disais, qu'on appelle des modèles de fondation qui permettront de faire beaucoup d'autres choses. Et du coup, oui, ChatGPT, effectivement, je le comprends, c'est effectivement mais c'est la face visible de l'iceberg. Ouais, tout à fait. Ouais, mais c'est visible parce que c'est un beau produit. Ah, mais bien sûr. Parce que s'ils étaient restés au modèle. Oui, bien sûr, ça n'aurait pas été visible. Ouais, c'est un truc super, mais que seuls les bien sûr. data scientists et autres devs pourraient utiliser, quoi. Et du coup, il y a une transition intéressante sur les menaces en fait sur les emplois, parce que c'est ça aussi qui fait peur. Hein. Les médias aiment bien nous faire peur avec ça. On a souvent entendu le chiffre 300 millions d'emplois qui seraient voués à disparaître dans les prochaines années. Alors, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est fictif? Je pense que tu as raison sur un point où il y a forcément un petit peu de réalité. Mais vous, en fait, qu'est-ce que vous pensez? Pas forcément de ce chiffre-là, mais de la réelle menace de l'IA sur les emplois, que ce soit marketing digital,
que ce soit les avocats, que ce soit... est-ce que ça va pas rester une simple aide, comme tu l'avais évoqué au début, ou est-ce que ça peut vraiment remplacer certains jobs purement durement, quoi? Moi, j'ai mon avis complètement perso, complètement perso là-dessus. Je pense que de là à dire complètement remplacer, c'est sûr que non. Réduire, je suis presque sûr que oui. Ce qui va différencier quand est-ce que je vais demander à un humain de faire ou à une IA de faire, bah c'est l'humain, il va m'apporter quoi de plus que l'IA elle m'apporterait. Et aujourd'hui, bah, les IA elles sont stylées, mais c'est pas encore complètement parfait, donc on a encore un peu le temps. Quand ce sera super stylé, le résultat que donne Midjourney, que le résultat donne par ChatGPT, ce sera vraiment parfait, il faudra se poser des questions. Par contre, le côté, il y a le côté humain, le contact humain, échanger avec quelqu'un qui n'a pas encore son idée mature sur exactement ce qu'il veut, ce qu'il voudrait, etc. Pouvoir échanger. Ensuite, la personne, qu'elle le fasse elle-même ou qu'elle s'appuie sur un outil qui serait l'IA, etc. Tant qu'elle a bien compris mon besoin et qu'il y a eu cet échange interactif, etc. Bon, j'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite. Par contre, pour certains types de boulot, je suis désolé, il y a certains types où moi je me dis déjà aujourd'hui, on oublie l'IA, où moi je me dis en vrai, le travail de cette personne il est tellement automatisable, tellement facilement remplaçable par un algo. Déjà, je me pose la question juste en tant que développeur, parce que de base je suis développeur sans forcément parler d'IA. Déjà je me dis, je vois des personnes, ils reçoivent un fichier Excel le matin, ils doivent le retravailler et le mettre sous une autre forme. Moi j'ai envie de leur dire, vous voulez pas qu'on fasse un logiciel en fait, le fichier, tu fais tous les jours la même chose en fait. Déjà, on va dire qu'est-ce qu'il y a l'informatique, ça va remplacer mon taf, etc. Oui, mais tu veux pas avoir de la valeur ajoutée sur ta journée de travail et puis faire des trucs un peu plus stimulants, etc. En fait, l'IA, c'est l'étape encore après. C'est encore plus stylé d'un point de vue échange. Donc oui, il y a des tafs, je pense, qui vont se réduire, mais ce sont des boulots où je considère que la valeur humaine, elle n'est pas hyper... la valeur de l'intellect humain, elle n'est pas hyper mise en avant, donc je pense que c'est malheureusement remplaçable. Et en plus, une IA, ça ne prend pas de Cogé, de RTT, voilà, donc c'est stylé, hein, super. Mais je suis persuadé que l'humain, il a quand même le petit truc en plus, qui est déjà l'interaction, d'être avec telle personne. Moi, j'ai tout le temps, Jean-François, il est tout le temps en train de m'aider, il est là, il me suggère des nouvelles idées, il me pose des questions, etc. Quand on arrivera à des IA qui seront hyper à suggérer des idées, et je pense que ça existe déjà. Hein. Et je pense que nous, on n'est pas tout à fait prêts. On a encore un petit peu le temps, je pense. Et au pire, voilà, comme je disais, labourer un champ, on s'est adapté. C'est plus 10 personnes qui le faisaient, les autres personnes faisaient autre chose. On va s'adapter. Il y a une question là-bas, là. Concernant, vous dites que l'IA ne peut pas remplacer l'homme. C'est déjà le cas. Sur certains domaines automatiques. On est à 60% remplaçable. On est à 60% remplaçable, on est à 60% remplacé. Remplaçable. Encore remplaçable. Oui. Ça va venir. Vous parlez de ChatGPT 4, si vous donnez assez d'arguments, vous avez tout ce que vous voulez. En termes d'échange et en termes de génération de contenu, moi perso, alors déjà GPT 3, je me suis pris une claque. Le 4, je me suis pris une claque de l'autre côté. Donc oui, aujourd'hui, toutes les personnes qui doivent gérer du contenu, du texte, etc., tu passes par ChatGPT, en vrai, c'est pas que t'as pas besoin d'humain, c'est que mais il faut un demandeur, il faut une personne au frontal déjà au départ pour piloter un petit peu tout ça, tu vois. En fait, l'IA toute seule, si tu discutes pas avec elle, elle va pas lire dans les pensées du client, comprendre son besoin, être dans l'empathie, challenger ce qu'il a. Parce qu'en fait, vu que c'est toi qui écris, il faudrait que tu aies quelqu'un avec toi pour t'aider à orienter sur ce que tu veux vraiment, tu vois. Donc en gros, ça va... Pas forcément, monsieur. Pas forcément. Quand un client vient vers vous, c'est par un cahier de charge. Ouais. Et j'ai déjà testé le cahier de charge sur l'IA, il peut vous répondre. La production, ça générait quoi du coup? Non. Correctement. Oh, oui, correctement. J'utilise maintenant, on va dire, 5 à 6 mois, depuis la sortie, bien avant, mais la sortie officielle. Et depuis la sortie de ChatGPT 4, c'est un truc monstrueux. Ok, très bien. Alors moi, du coup, je suis développeur. Un développeur, ça discute souvent avec le métier, avec un product owner qui est là et puis qui dit, en fait, salut Younes, je voudrais ça. Moi, j'ingère le truc et je dis, non, mais en vrai, c'est vraiment ça que tu veux? Parce qu'en fait, du coup, ChatGPT, il t'écoute pour l'instant. Il t'écoute et il fait ce que tu lui demandes. C'est qui est bien. Souvent, oui. Et il dit souvent, beaucoup est-ce que tu peux me faire ça? Oui. Moi, souvent, je dis, et pourquoi en fait tu veux faire ça? Du coup, je challenge le besoin, je creuse le truc, etc. Et en fait, on arrive à
En fait, ce que tu veux vraiment, c'était pas ça, le truc initial, c'était plutôt ça. Donc là, je me dis, j'espère que ça, c'est l'expertise humaine qui dit de challenger par la créativité, par proposer des trucs, etc. Par contre, ChatGPT, c'est une calculatrice, mais à 1 milliard de fois plus évoluée. Tu lui demandes un calcul, mais il ne te demande pas pourquoi tu lui as demandé, c'est quoi ton truc d'aujourd'hui, etc. C'est quoi ton contexte, etc. Tu chattes avec lui, il garde l'historique de toute votre conversation, il t'écoute et il exécute tes ordres. Un humain, au moins, il peut un peu te challenger sur « Attends, avant que je fasse. Rappelle-moi, c'est quoi exactement le contexte que tu as, etc. » Et là, on n'a pas encore atteint ce niveau de... Pas encore. Après, tu peux lui demander de te challenger, c'est ça. Tu peux lui demander de te challenger. Ouais, Mais même si l'humain donne assez d'arguments pour l'IA, pas besoin de challenger. ouais, mais du coup, ça veut dire que l'humain, il doit, entre guillemets, se forcer à balancer un maximum d'arguments. C'est ça. Ok, donc il faut pas... Au début. Donc ça veut... Au début. Donc ça veut dire que quand même il faut que l'humain, soit il a cette rigueur que peut-être que toi tu as effectivement, genre moi je sais comment argumenter à fond. Je vous garantis qu'il y a plein de clients, parce que nous en fait on va travailler avec nos clients, ils ont des besoins, ils nous demandent des trucs. En fait, si nous on les challenge pas, et aujourd'hui l'IA te challenge pas tant que ça en fait, elle t'écoute et c'est très bien tu vois. Mais si nous on n'argumente pas pour remettre en cause ce qu'il nous a demandé, est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux? Parce qu'en fait, moi je t'ai fait une proposition de maquettage différente de ce que tu m'avais demandé. Est-ce que tu veux pas essayer, etc. Et moi j'ai plein de clients qui ont changé d'avis sur ce qu'ils voulaient. Tu vois? Et là, l'IA aujourd'hui, en vrai, elle est quand même stylée, mais on a, je pense, encore une partie de créativité et de trucs en plus, d'empathie aussi d'un point de vue humain, sur essayer de comprendre c'est quoi les problèmes de mon interlocuteur, etc. Moi, j'arrive à voir le regard de mon client qui visiblement, il n'a pas capté encore. Peut-être que demain, le futur IA, c'est ça. Hein, elle va analyser ton visage et elle va faire « Ah tiens, tu fais une grimace, tu n'as peut-être pas compris ce que je viens de te dire. » Il y a déjà des entreprises qui ont commencé à développer ça. Plus tard, peut-être, là, tout de suite, même si c'est hyper avancé et hyper puissant, il manque encore un petit step. La rigueur de donner un maximum d'arguments à ChatGPT ou à autre chose, etc. En vrai, ça marche. Hein. Mais qu'est-ce qui amène à amener plein d'arguments? Toi, ça va être par ta veille techno. Tu as fini par apprendre comment? Tu as fini toi-même par apprendre à discuter avec ChatGPT. Et les humains, en fait, leur taf, c'est aussi d'essayer de comprendre l'autre. Et vu qu'on est tous différents, il y a quand même une petite partie d'interaction humaine. Après, on va juste terminer, après on avance juste un petit peu comme il y a beaucoup de choses à dire. Comment, pardon? Au lieu de recruter 10 personnes, on recrute un seul, on le forme à l'IA, c'est fini. C'est en fait c'est pas loin, c'est pas loin. Alors, du coup, le ratio je le trouve balèze. Par contre, je vais dans ton sens, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que en gros, quand avant on avait besoin de 5 développeurs, peut-être qu'on a demain, on a besoin de 2 développeurs avec ChatGPT et ça suffit. Et ça, je suis d'accord, de ouf. De ouf. Par contre, le métier de développeur, est-ce qu'il va disparaître? Non. C'est juste qu'il va aller plus vite, il va faire peut-être plus de choses. De là à enlever tous les métiers, non, il y a juste une catégorie de métiers que je juge en vrai. C'est compliqué de dire que tu fais un truc à la main alors que tu pourrais utiliser un outil pour le faire, utilise l'outil, tu vois. Il y a juste une question ici, après. Est-ce que là on va dans une discussion qu'ils ont eu à l'arrivée du téléphone, à l'arrivée de la radio, à l'arrivée de... Voilà. Est-ce que la vraie question avec l'IA, c'est pas juste la brutalité avec laquelle ça arrive et la quantité de gens dans la population que ça va laisser sur le carreau parce qu'ils n'ont pas suivi, parce que c'est joli, tout le monde est développeur de tech, on peut lui parler, il peut nous répondre, mais pour le reste de la population, genre tous ceux que sur la feuille d'impôt, ils cochent encore je veux le papier. Il y en a encore beaucoup. Est-ce que c'est pas toute cette partie de la population qui va être laissée sur le carreau trop vite, trop brutalement? Je vais donner un avis, je pense, un peu personnel. Je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a un peu aussi que pour la première fois, c'est les cols blancs qui se retrouvent menacés par une IA. Là où, quand on a amené les tracteurs, on n'a pas demandé aux personnes dans les champs s'ils allaient avoir un tracteur et on les a imposés. Je pense qu'ils ont eux aussi une brutalité. On ne s'est pas posé cette question-là, et sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des personnes qui se sentaient intouchables, dans des secteurs qui se sentaient intouchables, qui effectivement se sentent un peu touchés. Et je pense que du coup, il y a un petit peu de ça. C'est un avis assez personnel. Mais... Ouais, je suis assez d'accord, mais je pense que tu as raison, il y a des personnes qui vont être laissées sur le carreau. Mais comme tu disais tout à l'heure aussi, c'est comme avec l'arrivée du téléphone, comme avec l'arrivée d'Internet. Je pense qu'on a, nous les personnes qui sommes au cœur de ce système un peu, on a aussi un rôle à justement essayer de ne pas trop les laisser sur le carreau, à essayer de trouver des moyens pour que les gens ne soient pas largués.
parce qu'il y en a qui seront largués clairement. Ça fait partie de l'évolution malheureusement. Et le but c'est pas d'être juste une grosse machine qui va dire bah on évolue et puis ceux qui suivent pas on s'en fout. C'est d'être empathique et de dire bah voilà on évolue, on va dans le sens de les métiers qui sont fastidieux, qui sont pas forcément où l'humain n'a pas forcément une valeur importante. Bah, on peut les remplacer. Par contre, effectivement, si on les remplace, qu'est-ce qu'on leur propose de l'autre côté? Est-ce qu'on les accompagne? Il faut vraiment qu'il y ait toute une démarche où il ne faut pas que ce soit vraiment une grosse machine qui avance et qui laisse tout le monde sur 40. Ça, c'est clair. Alors du coup, il y avait une question là, mais je vais juste aller dans son sens. C'est en fait, tu as complètement raison. C'est pas tant le fait qu'on soit remplaçable, etc., parce que chaque évolution technologique, au final, on avance et on se fait adapter. La différence ici, c'est que ça va super vite. D'un point de vue qualité, c'est de plus en plus stylé tout ce qu'on voit arriver. Et surtout, le tracteur, à l'époque, pour remplacer, fallait qu'il soit construit, il fallait l'acheter, il fallait le transporter dans ton champ, etc. Là, non. Là, c'est tout de suite, là, on a tous ChatGPT. C'est-à-dire tout le monde, la planète. Et c'est ça qui fait que ça va super vite et que peut-être effectivement, il y a des risques quand même sur certains postes. En vrai, moi, je suis pas le plus en mode confiant quand j'entends que des boîtes, elles sont en train de déjà prévoir des réductions d'effectifs parce qu'elles se disent l'IA, en fait, elle se plante beaucoup moins que toi, qui est tout le temps en arrêt maladie, toi là-bas, et puis toi le machin. Non, en vrai, c'est la brutalité, comme tu as dit. Et la rapidité avec laquelle ça se fait, moi, c'est pas la finalité qui me dérange. Je sais que tout le monde s'adapte, on va s'adapter. C'est plus, ouais, ça va vite. Hein. Ça va très très vite, du coup. Ouais. Est-ce que ChatGPT, à l'heure actuelle, il est capable de résoudre des problèmes complexes de développement IT? Personnellement, je ne suis pas depuis longtemps développeur, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il peut résoudre des problèmes simples, ponctuels, là, quand on le guide spécifiquement sur certaines questions, mais quand on lui donne à nous coder, effectivement, à nous faire un code un peu plus complexe, il se perd. Non, ouais, je suis d'accord. Là, à dire ça va prendre notre travail, ça va nous... Je pense que c'est un peu trop catastrophique. Je trouve que la créativité de l'humain, et en tout cas à l'heure actuelle, la créativité de l'humain et le côté dirigeant de nous, ça reste un autre notre puissance et ça reste un autre c'est pas encore je pense que dans le secteur de la tech, donc par exemple pour les développeurs web, je pense que l'IA pour l'instant ça va rester une aide plus que remplacer le développeur. Un Google plus avancé, exactement. Mais pas un Google plus avancé, pas quelque chose qui... Et il est aussi intimement lié à ce qu'on lui a donné pendant l'entraînement. C'est aussi une des grosses limitations aujourd'hui de l'IA. Ça ne possède pas ce que... On dit toujours que l'humain possède du sens commun, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous n'avez pas eu. Et un enfant, même un bébé, il y a des choses, il n'a pas eu besoin de le voir dans son apprentissage, et à un moment donné, il va pouvoir le mettre en relation avec d'autres choses qu'il a vues avant. Et vous n'avez pas besoin de tester tous les objets dans la vie pour vérifier qu'ils sont tous soumis à la gravité. Vous savez que vous prenez un verre, vous le lâchez, il tombe, vous prenez n'importe quoi d'autre, un cahier, vous le lâchez, il tombe. C'est du sens commun. Ça, les IA, si à l'apprentissage, vous n'aurez pas pris ça, ils ne le feront pas. Alors pour l'instant, tu as raison. Tu as raison. Les trucs complexes, vu qu'une application aujourd'hui, on a tous fait en tant que codeur, on a un bout de code, on se dit il y a un problème, on l'envoie. En vrai, moi, il m'a trouvé des bugs en me disant en fait là, c'est pas. Par contre, des fois, les applications, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu as plusieurs couches applicatives, tu peux pas balancer tout ton code aujourd'hui, mais peut-être demain, peut-être. Tu peux pas balancer tout ton code à ChatGPT ou à une IA pour qu'elle analyse tout ce qui se passe. Et plus les données, puisque des fois, tes problèmes sont liés aux données de ta base de données. Donc non, aujourd'hui, c'est pas possible. Par contre, l'aide qu'il te fournit, moi, plus jamais je vais dans une documentation d'un framework que j'utilise. Jamais. Parce qu'en fait, il a déjà ingéré la doc qui est sur le net. Il l'a déjà bouffé. Et en fait, moi, je vais aller sur Google, taper ce que je veux, chercher page numéro 4, en fait, c'est ce que je veux. Ah bah ça, c'est fini. Je lui demande cache, j'utilise telle version du framework. Je voudrais faire ça, il me fait un code exemple. J'adapte parce que c'est jamais parfait. Mais par contre, le temps que j'ai mis par rapport au temps que je mettais l'année dernière, rien à voir. Sauf la doc, il faut qu'elle dépende. Il ne faut pas qu'elle soit trop neuve. Mais quid de l'innovation? Parce que il se base sur ces données, donc d'accord, je suis d'accord, il se base sur ces données, et donc du coup oui, il faut que ce soit quelque chose qui soit, en tout cas qui a été ingéré par ChatGPT, donc ça marche pas à chaque fois, mais ça marche quand même beaucoup. On va prendre une dernière question et puis on va continuer après. Pour les autres questions, il y aura... il y en avait. Ça faisait longtemps, pardon. Parce que maintenant, si il est connecté à Bing, il est branché sur Internet.
Oui, il y a des fonctionnalités qui font qu'il est connecté à Internet. C'est Ouais. pas nativement, tu vas les options au bêta, D'accord, ok. relié à Bing et faire ta recherche sur le Tu C'est ce qu'elle teste. Ouais, mais du coup, c'est pas réellement Parce dans qu'il y les avait une données question d'entreprise depuis pas du modèle. longtemps. On prend juste une dernière question, après il y aura à la fin un tour de questions-réponses parce qu'il faut qu'on avance sur les sujets. Juste une question, c'est pour continuer de mener la réflexion, parce que depuis que, comme vous, j'ai découvert l'existence de cette technologie, je me pose quasiment tous les jours la question de savoir comment surfer sur la vague plutôt que de me la prendre de plein fouet. Et aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'il faut aller sur des certificats, typiquement, comme moi, par exemple, je suis sur Azure, donc est-ce qu'il faut aller sur de l'AI 102, par exemple, AI Engineer, et présenter une double compétence, c'est-à-dire software engineer, mais spécialisé IA. En gros, voilà, c'est comment je me positionne maintenant sur le marché, sachant que ça existe. On ne peut pas arrêter le progrès, il est là, il faut s'y adapter. Et voilà, c'est la réflexion que j'essaie d'avoir. Du coup, c'est une très bonne question. C'est limite, j'avais envie de la poser à eux deux qui sont plutôt dans le domaine. C'est que moi, je suis développeur, donc Azure, je connais, le cloud, je sais utiliser pas mal de briques connues du cloud, etc. Ils ont leurs propres briques et leur propre technologie d'IA. Mais en fait, vu que j'y connais rien en IA, avoir une plateforme qui me permet de faire du machine learning, etc., alors je ne sais pas exactement ce que c'est. Ça veut dire qu'en gros, avant d'aller sur du Azure, je me dis, il faut déjà que je me forme déjà à toute l'IA avant de me poser la question sur comment utiliser les outils à disposition. Mais vu que c'est Microsoft qui gère tout ça, moi j'ai l'impression que Microsoft il simplifie la vie de plus en plus sur comment mettre en place son machine learning, etc. Et il y a plein de développeurs autour de moi, et je pense qu'on en fait partie. C'est attends, il y a un virage à prendre là maintenant pour que ce soit sur le marché lyonnais ou même français, mondial, etc. Est-ce qu'il y a un truc à faire maintenant pour se préparer? Et en fait, vu qu'on est bien dans la veille technologique, pas être largué dès qu'il y a des nouvelles choses qui sortent, est-ce que c'est le bon moment de s'y mettre et de foncer dedans, quoi? De foncer dedans, je sais pas, c'est juste qu'il faut, je pense qu'en tant que développeur, tous les métiers d'attaque, en fait, il faut rester hyper curieux et continuer à apprendre. Et une certification, honnêtement, je sais pas la valeur qu'elle a, je peux pas dire. Mais finalement, si tu t'intéresses à ce qui se fait, tu fais de la veille, tu fais des tests sur le nouveau algo Azure, le nouveau algo AWS, peu importe, ou même un truc que toi tu développes dans ton coin, tant que tu continues à apprendre, à évoluer, en fait, t'as gagné, tu vois. Le rôle de data scientist qu'il y avait il y a 5 ans, c'est plus le même qu'aujourd'hui. Et encore une fois, dans 5 ans, peut-être que ça ne sera même plus data scientist. En fait, moi je pense que la conclusion de tout ça, c'est juste de se dire, si je veux rester à jour, il faut juste que je me mette à jour en continu. Et voilà. Et mon titre aujourd'hui, c'est dev. Peut-être que demain, ce sera pas dev, ce sera data dev, je sais rien, peu importe. Mais j'utilise les outils du jour, et en fait c'est ce que vous faites et on fait tous aujourd'hui, c'est on utilise les outils qui existent. Et aujourd'hui c'est du Python, c'est du je ne sais pas trop quoi, c'est telle librairie, tel framework, demain ce sera autre chose, ce sera peut-être la nouvelle IA qui code à notre place, peut-être que ça arrivera. Mais en fait c'est juste si tu as la capacité à évoluer, à continuer à apprendre et à te mettre à jour le jour où ça arrive, c'est bon, après c'est juste ton titre de job qui va changer. Ça... En gros, il faut intégrer dans son... moi, je passe énormément de temps à me former, à faire la veille. Et c'est-à-dire qu'il faut intégrer en fait, dans son temps de formation le fait que désormais, l'IA fait partie du jeu et qu'il faut faire des petits projets perso, on va dire, en ouais, c'est ça. Même son image, le NLP, etc. Ouais, c'est ça, même si c'est du bidouillage, même si c'est des trucs où ça va pas très loin parce que t'as pas forcément le temps, parce que voilà. Juste d'avoir la connaissance, de savoir que ça existe, qu'aujourd'hui on en est à tel niveau sur tel sujet, et pour moi c'est largement suffisant. Tu voulais quelque chose? Non, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement il faut rester à jour. Moi je serais incapable de te dire à quoi ressembleront les IA dans 2 ans ou dans 5 ans. C'est impossible. Il y a beaucoup de scénarios qui disent que, beaucoup de personnes qui peuvent dire qu'on va progresser sur des IA qui vont être encore plus compréhensibles, etc. Je voudrais dire aussi, alors je vais revenir encore une fois un peu sur l'histoire, mais on a déjà connu, donc depuis les années 50, en fait, il y a déjà eu des énormes booms sur l'IA. Pendant des années, alors c'est peut-être moins grand public, etc. Mais il y a déjà eu des années, les années 90 par exemple, ça a été le boom des systèmes experts. C'était des IA qui étaient dédiés à un sujet très particulier. On leur apprenait vraiment des textes de loi, des choses comme ça. On en parlait déjà pour du juridique ou autre. Ça datait beaucoup à ça. En fait, on s'est rendu compte au bout de 10 ans que ça ne marcherait jamais. Et du coup, les financements ont été coupés, tout a été coupé. Là, la vague qu'on vit, en fait, elle est arrivée depuis les années 95-2000,
Et en fait, ce qui a tout changé sur la vague qu'on a maintenant, c'est qu'on a les données. À l'époque, on n'avait pas les données. Moi, je me questionne beaucoup sur quelque chose, c'est aujourd'hui, GPT, on lui a fait à peu près digérer tout Internet. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et c'est qu'en fait, on a globalement exploité toutes les données qu'on avait. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans des détails très techniques. Pendant des années, il y a eu un peu deux écoles. C'est est-ce qu'on complexifie les modèles ou est-ce qu'on leur donne plus de données? Qu'est-ce qui sera le plus intéressant en fait? Et qu'est-ce qui marchera le mieux? Aujourd'hui, l'expérience tend à montrer qu'a priori, il vaut mieux des modèles un peu simples d'un point de vue architecture. Par contre, lui donner plus de données. Aujourd'hui, on lui a donné tout Internet et pire, demain, on va entraîner des modèles avec des données qui ont été générées par les modèles précédents. Qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Et du coup, moi, je ne sais pas vraiment. Pareil, les gens pensent que ça va être exponentiel sur la capacité de l'IA à nous comprendre. J'en suis pas certain. Je ne sais pas. Peut-être. Du coup, je pense qu'il faut suivre ça. Pas forcément. Je pense que c'est un peu ce que tu disais aussi. Peut-être pas forcément mettre toutes ces billes au même endroit en disant je vais me former à mort dans l'IA, c'est ça marche, etc. En fait, ça se trouve dans 6 mois, ce sera fini et il y aura autre chose. Mais je pense qu'effectivement, il faut rester à faire de la veille, rester à l'écoute, faire des petits projets, essayer de comprendre comment ça marche et puis l'intégrer petit à petit dans certains process, carrément. Ouais. Je suis assez d'accord, juste rajouter une petite chose aussi, il faut garder en tête aussi qu'on ne peut pas tout savoir sur l'IA. Moi aujourd'hui c'est vraiment mon quotidien d'aller voir des entreprises, de leur parler de ce qu'ils peuvent faire avec l'IA. Et il n'y a pas longtemps, je suis allé sur des systèmes, sur de l'IA adapté à l'audio, génération de bruitage, de son, de musique, des choses comme ça. C'est un secteur que je ne connaissais pas du tout, j'ai été impressionné par ce qui se faisait parce qu'en fait on n'entend pas particulièrement parler, enfin un peu mais c'est pas le truc du moment. Et en fait on ne peut pas être partout et du coup si on arrive juste à comprendre rapidement comment ça fonctionne, rapidement comment ça s'utilise, etc. En fait, ça suffit. Et le jour où vous arriverez sur une nouvelle techno, parce que demain ce sera la nouvelle IA qui fait un nouveau truc incroyable, bah, si vous avez tout le bagage avant, ça va vous prendre quelques jours pour vous former et puis ça ira. C'est ça le plus important. Léo, tout à l'heure tu parlais de l'évolution typiquement du métier de data scientist. Moi je voulais parler des nouveaux métiers liés à l'IA. Alors nouveaux métiers, c'est tout et rien, c'est surtout l'évolution des métiers qui sont déjà existants. Donc il y a la data ça va être prépondérant avec la montée de l'intelligence artificielle, si elle continue de monter bien sûr. Je pense qu'il y a aussi la cybersécurité qui va être indispensable avec en fait, quand il y a des IA comme ça, génératives comme ChatGPT, qui ont toutes les données du monde, on peut faire des choses quand même un peu... il suffit d'être un petit peu mal intentionné, on peut faire je pense des choses un peu voilà, bref, donc je pense que voilà, le métier la cybersécurité, les métiers liés à la cybersécurité vont être hyper importants. Il y a tout ce qui est machine learning. Je ne sais pas si vous pouvez toucher un petit mot là-dessus. Ouais, moi je suis profondément convaincu que les métiers qu'on connaît aujourd'hui dans la data vont changer. La vitesse à laquelle ça va changer, j'en sais rien, mais encore une fois, les métiers de data scientist il y a 5 ans, c'est pas le même qu'aujourd'hui, et je pense que dans 5 ans, ce sera pas le même. Il y a des nouveaux métiers qui sortent, Nicolas et MLOps sont engineer. Il y a 5 ans, ça n'existait pas. Data engineer, il y a 10 ans, ça n'existait pas. En fait, plus on avance, plus on va avoir de nouvelles problématiques. Et du coup, plus on va devoir trouver des métiers pour les résoudre. Et la cybersécurité, ça va pas y échapper. Je ne sais pas si vous connaissez la boîte Palantir, mais c'est une énorme boîte américaine qui travaille dans l'IA et la cyberdéfense. Entre autres choses, énorme boîte. Ils ont sorti leur modèle de formation interne pour piloter des trucs de guerre à distance. Honnêtement, la démo, elle fait peur. Franchement, Skynet. C'est un peu ça. C'est genre, on voit le drone là, va voir ce qui se passe. Ok, bon, vas-y, tire. Ça fait un peu flipper. Mais d'un autre côté, c'est des systèmes de défense, c'est des systèmes d'attaque. Si le jour où quelqu'un de mauvais va vouloir attaquer, il faudra bien qu'on ait des systèmes comme ça pour défendre. Donc en fait, ça crée juste, je pense que, je ne vais pas dire le terme guerre froide, mais c'est un peu comme ça. Aujourd'hui, on a des mecs qui attaquent, on a des mecs qui défendent. Et il y avait aussi, c'est pas dans le sujet, mais je sais pas si vous connaissez la série Person of Interest. Oui. Donc c'est une série où c'est une intelligence artificielle il y a des caméras un petit peu partout et qui peut visualiser en fait la personne et mettre un nom dessus, sécurité sociale, tout ce que tu veux. Et j'avais vu, alors j'ai plus le nom de l'entreprise, mais c'est une entreprise française qui a levé des fonds il y a pas longtemps et qui est en train de développer le même système. Donc là c'est des choses qui font aussi un petit peu
qui peut flipper. Et là, niveau cybersécurité, je pense qu'il va y avoir des choses importantes développées de ce côté. La reconnaissance faciale a été autorisée pour les JO 2024, c'est ça? Pardon. Ouais, pour les JO 2024, ils ont autorisé le traitement des données biométriques avec les caméras en bas. Je crois qu'il y avait déjà eu un problème là-dessus il y a quelques années avec Facebook. Il y avait des données qui avaient fuité à l'époque, un peu avant Cambridge Analytica et tout ça. Ils avaient fait fuiter des. Je sais pas s'ils avaient fait fuiter des données ou si une entreprise s'en est servi, mais du coup ils arrivaient vraiment à faire l'usage. Je mets une caméra dans la rue et je suis capable de dire qui c'est les gens. Et en fait, tout le monde a Facebook, du coup ça marchait dans 90% des cas. Donc c'est une problématique qui arrivera un jour, c'est sûr. Et peut-être Nico parlait niveau genre machine learning, parce que moi personnellement c'est un sujet qui me parle pas plus que ça. Je sais pas si les personnes dans la salle s'y connaissent un peu plus en machine learning, mais moi j'avoue que c'est quel rapport en fait on a à l'IA avec ce corps de métier là, quoi. Alors du coup le machine learning en fait c'est une des disciplines de l'IA qui est l'idée c'est de faire apprendre automatiquement un ordinateur en lui montrant des exemples. Du coup effectivement il y a aussi une grosse révolution comme je disais avec ces modèles de fondation. En fait c'était plutôt des modèles avant que les entreprises développaient un petit peu chacune de leur côté. Aujourd'hui on va plutôt utiliser ce modèle là qui a été mis sur le marché par une entreprise ou une entreprise. C'est d'ailleurs assez intéressant, je fais un petit aparté sur le fait qu'aujourd'hui c'est vraiment des entreprises qui mettent ces modèles là à disposition. On a vu un shift il y a à peu près un an et demi. On a vu plutôt des modèles qui étaient dans la communauté open source, qui étaient faits par de la recherche. Et là, globalement, OpenAI, notamment, a tout verrouillé. Les papiers ne sont plus publics. Les modèles ont des licences. Alors, ça devient hyper compliqué. Ils licencient différemment les données d'entraînement, les modèles en eux-mêmes et comment on peut les utiliser derrière. Donc, ça devient très compliqué aussi à utiliser leurs modèles. Là aussi, il y a une guerre un peu là-dessus. Après, sur mon rôle peut-être plus de MLOps aujourd'hui, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui, alors même sans parler de vraiment du rôle de MLOps, sur l'évolution de data scientist, à une époque on avait des data scientists qui créaient des modèles un peu dans leur coin. J'ai une stat, alors ça dépend de là où on lit la stat, mais globalement on dit souvent qu'entre 80 et 90% des projets data n'étaient jamais mis en production. Parce qu'en fait, on avait un data scientist un peu isolé qui développait son modèle, le data scientist, des fois, il parlait même pas au produit, donc en fait, ça collait même pas. Il développait des trucs où le produit n'en avait rien à faire. Et de l'autre côté, il savait pas le mettre en production. Il avait un modèle, mais on ne savait pas l'utiliser, on ne savait pas le mettre dans le produit. Donc du coup, il y a un peu ces deux évolutions-là, et c'est marrant parce qu'on en a un petit peu parlé aussi dans la table ronde d'avant. On disait que, et de manière générale, les développeurs, quand s'ils utilisent de l'IA ou autre, ils vont devoir un peu plus se rapprocher du produit pour vraiment comprendre la finalité de ce qu'ils font et ils vont un peu laisser la tech de côté, un peu plus discuter avec le produit pour être sûr de faire quelque chose qui concorde. Je pense qu'il y a aussi l'autre côté et du coup, ça va être un peu plus mon cas. Moi, j'ai plus pris le pas côté Ops, donc comme un DevOps, à dire il faut les mettre en production, ces modèles-là. Comment on fait pour les mettre? Pour vous donner une idée, un entraînement de modèle, alors sur ChatGPT, encore une fois, ils sont hyper opaques, donc on ne sait pas trop, mais un modèle à peu près équivalent qui a été développé en open source par une entreprise, c'est de Hugging Face, avec du fonds européen. C'est 4 mois d'entraînement, 400 cartes graphiques, à peu près 3 à 5 millions d'euros. Qui est d'ailleurs aussi une barrière à l'entrée à l'open source, malheureusement. C'est là où aussi on disait que maintenant c'est des entreprises qui le font. Malheureusement, contrairement à du logiciel classique où les communautés open source pouvaient faire quelque chose, aujourd'hui, quand vous avez besoin d'une puissance de compute comme ça, c'est pas possible de l'avoir sans payer très cher. Et donc effectivement, je pense qu'il y a aussi ça va être un vrai enjeu. Ça va être comment arriver à déployer ces modèles-là. Et je pense que ChatGPT ne restera pas aussi peu cher longtemps, parce que en fait là je ne parle que du coût de l'entraînement, mais il y a aussi le coût de le faire tourner en live toute la journée, et encore une fois j'ai pas les chiffres, je peux vous assurer que c'est très cher. En tout cas, c'est certain que c'est extrêmement cher, et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de recherches sur aujourd'hui comment arriver à les faire tourner sur du matériel moins puissant et arriver à avoir de la qualité. Ça coûte moins cher. Il y a aussi, on n'en a pas trop parlé, il y a une dimension écologique hyper importante qui
qui est très lié souvent, la puissance de compute va avec l'écologie. Mais... C'était exactement l'écologie. ma question. Est-ce qu'à un moment, on ne va pas avoir Si, aussi. puissance de calcul réfrigérée, tout ça? Il y a plein de choses. Il y a la disponibilité des composants, il y a les émissions carbone, il y a effectivement comment refroidir tout ça, il y a des limites physiques aussi. Il y a un moment où il va falloir que la recherche fondamentale aussi avance pour pouvoir continuer à développer des puces assez puissantes. Mais ouais. Bah, la transition est là, c'est en fait quel avenir en fait pour ce genre d'IA un peu générative qui prennent, je pense, un maximum de place dans les data centers, toutes les choses comme ça. Mais quel avenir pour ces IA? Est-ce que les gouvernements doivent prendre le pas dans les intelligences artificielles? Si c'est pas déjà le cas, est-ce que les entreprises doivent le faire aussi de manière plus encore plus poussée, quoi? On a vu, c'était en Italie, on en parlait, en Italie, ChatGPT avait été shut down. Bon, VPN et puis c'est terminé, mais bon, les gouvernements commencent à prendre le pas. Est-ce qu'ils ne doivent pas prendre encore plus le pas dans... Tu parles de restreindre l'IA du coup? Pas forcément restreindre l'IA, mais l'encadrer, voilà, c'est ça. Moi, je pense que les États doivent faire quelque chose là-dessus. Après, en étant réaliste, en Europe, on fait quand même beaucoup de choses là-dessus. On n'est pas au bout du jour. Moi, si la législation européenne c'est mettre un bandeau en plus quand on arrive sur un site web pour dire j'accepte qu'il y ait de l'IA, ce sera pas efficace, quoi. Ça, c'est un peu la dernière chose qu'ils ont fait, quoi. Globalement sur les cookies, c'est. Ouais, mais d'un autre côté, ça t'empêche que. Bien sûr, les États-Unis qui accèdent à tes données sur un simple ordre. Non, mais bien sûr, pour moi il faut intervenir, mais il y a peut-être des solutions plus efficaces qu'un bandeau sur un site web. Juste une remarque, en fait, j'étais à une conf à Paris il y a 2 semaines. Et il y avait une avocate qui parlait que les États-Unis vont faire un Act for Intelligence Artificial, qui a une loi qui va normalement devoir encadrer l'IA aux US. Mais c'est en cours à peu près dans tous les pays du monde. En Europe, on a l'IA Act qui devrait arriver d'ici quelques années. Mais pour l'instant, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Après, la RGPD a déjà des volets là-dessus. Notamment sur le fait, alors pour le coup je le sais assez bien chez Malte, nous on fait de la recommandation automatique de freelance avec un algorithme d'intelligence artificielle. Du moment qu'un traitement est complètement automatisé par une intelligence artificielle, on a des obligations sur notamment l'explainabilité du modèle, qui est un sujet à part entière, d'arriver à dire on vous a choisi ou pas à cause de ça ou grâce à ça. Il y a un contrôle, alors c'est encore pire dans les banques. Les banques ont des modèles d'IA qui sont extrêmement vieux par rapport aux autres secteurs, parce que eux, si jamais ils vous refusent un prêt ou qu'ils vous accordent souvent c'est quand ils vous refusent un prêt qu'on demande, souvent quand ils vous refusent un prêt et si jamais la décision a été prise par un algorithme, ils sont dans l'obligation de vous l'expliquer de A à Z. Du coup, il y a déjà des volets un petit peu comme ça, notamment sur les données personnelles aussi, sur ce qu'on a le droit de mettre dans ces modèles-là, etc. L'IA a déjà, le RGPD a déjà des volets là-dessus. Mais oui, ils vont aller plus loin avec l'IA en Europe. Mais tant mieux, parce que j'ai vu des projets dans des entreprises où ils essayaient de prédire la date de départ de leurs salariés. Ah ouais. Alors, c'est pas présenté comme ça, mais la finalité c'est ça. C'est quels sont les facteurs qui font que les gens vont partir, etc. Pour derrière, comme ils me l'ont vendu, comme ils me l'ont présenté, c'est un mode où on va essayer d'accentuer les points positifs pour garder les salariés. Bon, la finalité c'est quand même qu'ils vont savoir quand est-ce qu'une personne va partir. Alors c'est pas forcément hyper précis. Ou comment mais en fait, on peut la faire partir. Ouais. Mais du coup, en fait, si on n'a pas des trucs pour encadrer, des usages comme ça qui sont pas éthiques, il va y en avoir. Alors je suis pas sûr qu'une boîte dans ce type-là se plie en 4 pour montrer l'explainabilité de leur modèle, le truc, tout pour être carré de la régulation. Mais malgré tout, si ils savent qu'ils peuvent se faire retoquer, peut-être que ça va un peu les ralentir. C'est sûr que ce ne sera pas une arme qui va arrêter tous les méchants avec l'IA du jour au lendemain, mais ça va cadrer un peu certaines choses. Après, moi je suis persuadé que tout le monde va se diriger vers des actes, encadrer la loi, RGPD, etc. Il y a tout le temps, mais il y aura toujours une branche open source sur le côté qui va faire le truc à sa sauce et qui sera accessible, même s'il y a
même bloqué. Voilà, aujourd'hui, on peut utiliser des logiciels pirates si on cherche bien, etc. Donc il y aura tout le temps des choses qui seront accessibles et qui ne seront pas, je pense, qui seront pas dingues. Mais je pense même que plus tard, ça va même faire partie de l'éducation de nos enfants, sur attention, sur tel logiciel, faut pas l'utiliser. Comme aujourd'hui, on peut dire sur tel site, faut pas y aller. Bah, il y a peut-être des trucs où, attention, c'est quand même mal intentionné, c'est quand même détourné, etc. Mais il y aura tout le temps des pirates libres. Et c'est pour ça que je pense que c'est encore pire si vraiment l'encadre trop. Enfin, je pense à l'Italie qui a vraiment banni le truc. Ça va être 10 fois pire de toute façon. Parce que... Il faut légaliser l'intelligence Ce artificielle. que je vous propose, comme il est 20h40, pour ceux qui veulent aller profiter de la soirée, allez-y. Et s'il y a des personnes qui ont des questions, je vous invite à venir ici. qu'on discute ensemble des questions. Donc voilà, merci à vous pour votre écoute, merci à vous trois pour l'intervention et puis bonne fin de soirée. Merci.